Bienvenue au cours sur les plans de recherche non expérimentaux, aussi connus sous les plans corrélationnels. Donc aujourd'hui, nous allons traiter des plans de recherche corrélationnels ou non expérimentaux qui examinent essentiellement la question quelles sont les variables qui sont associées, quelles sont les variables associées à la VD. Alors, si je vous pose la question, par exemple, quelles variables sont associées à la réussite scolaire, on peut énumérer quelques exemples tels que la motivation, l'intelligence est associée à la réussite scolaire, le temps d'étude est associé à l'étude scolaire, ainsi de suite. Maintenant, si on pose la question quelle variable cause la réussite scolaire, là, on traite de questions plus en lien avec les paramètres de causalité. Et puis, ce sont les plans expérimentaux qui permettent d'évaluer la cause. Alors, les plans non expérimentaux, les plans corrélationnels, traitent seulement de la question d'association entre la VI et la VD. Alors, à ce point-ci dans le cours, vous devriez être capable de différencier entre un lien d'association et un lien de causalité entre deux variables. Alors, les plans corrélationnels sont les plans où la variable indépendante ou les variables indépendantes et la variable ou les variables dépendantes sont étudiées sans être manipulées ou contrôlées. C'est-à-dire qu'on évalue le degré naturel ou l'état naturel des variables indépendantes et des variables dépendantes. On va voir un peu plus tard, lorsqu'on parle de plan expérimental, ce qu'on veut dire par manipulation et contrôle. Mais pensez-y que à ce point-ci, les variables dans un plan corrélationnel sont uniquement, on peut seulement les mesurer, on peut seulement évaluer leur état naturel. Par exemple, si on veut étudier l'association, le niveau de dépression et les résultats scolaires, on ne peut pas causer une dépression chez les étudiants, on ne peut pas manipuler la dépression chez les étudiants. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est évaluer le degré ou la sévérité des symptômes de dépression. Et on peut aussi seulement évaluer le degré ou les résultats scolaires. On ne peut pas causer les résultats scolaires, on ne peut pas manipuler les résultats scolaires. Alors, vous voyez comment est-ce que dans ce contexte ici, on évalue l'état naturel du niveau de dépression et l'état naturel des résultats scolaires. À l'inverse, à l'autre extrême des plans de recherche, on retrouve les plans expérimentaux où on manipule là où les variables indépendantes, c'est-à-dire qu'on peut décider de quel genre, de quel type, de quel genre, quelles sont les conditions des variables indépendantes. Il y a aussi une assignation aléatoire des participants aux divers niveaux de les variables indépendantes. Nous allons voir ce concept de manipulation et d'assignation aléatoire lors du cours de plan expérimental, mais c'est simplement pour vous déjà donner un aperçu que dans un plan expérimental, on voit qu'on a beaucoup plus de contrôle sur ce qui se passe dans l'étude. Un exemple de plan expérimental serait, par exemple, si on conçoit d'une thérapie X, Y, Z qui traite la thérapie, et puis on prendrait un groupe d'étudiants déprimés ou avec des symptômes de dépression sévère, et puis on les diviserait en deux. Un groupe recevrait la thérapie et l'autre groupe recevrait pas la thérapie. Puis ensuite, là, on verra si la thérapie a une influence positive sur les résultats scolaires. Alors ici, c'est nous qui contrôlons le type de thérapie et il y aurait aussi une assignation aléatoire des participants, soit au groupe thérapie ou soit au groupe non pas de thérapie. Encore là, on va revoir ce concept de manipulation et d'assignation aléatoire dans le cours des plans expérimentaux. Donc, quelles sont les utilisations des plans de recherche corrélationnels? Souvent, il y a des raisons déontologiques. On vient d'en voir, en fait, dans l'exemple précédent, où on ne peut pas causer la dépression, on ne peut pas manipuler la dépression pour voir l'effet de la dépression sur le résultat scolaire. C'est un peu la même chose qu'on ne peut pas causer, on peut pas demander à quelqu'un de commencer à fumer pour voir l'effet sur la santé ou sur d'autres choses. Alors, la seule chose qu'on peut faire des fois, c'est évaluer l'état naturel des phénomènes naturels. La deuxième raison ou la deuxième utilisation, c'est pour des raisons pratiques, dans le sens que si on veut évaluer l'effet d'une catastrophe naturelle sur le bien-être psychologique, eh bien, on ne peut pas pratiquement
causer un effet de catastrophe naturelle, on ne peut pas causer une catastrophe naturelle. Donc, on est pris, la seule autre manière, c'est d'évaluer après qu'une catastrophe naturelle ait eu lieu. C'est à ce point qu'on peut évaluer le bien-être des participants après coup. C'est un peu la même raison, un peu dans le même fil d'idée, ce serait les raisons matérielles, dans le sens que c'est quoi, si on serait intéressé par exemple à l'effet d'un achat d'une maison sur la satisfaction conjugale. C'est très difficile d'aller chercher des subventions avec autant d'argent qui donnerait aléatoirement à certains couples des centaines de milliers de dollars pour acheter une maison, et puis à d'autres couples, pas d'argent pour acheter une maison. Donc, c'est une utilisation irréaliste de matériel. Et puis, c'est très difficile, et puis c'est pas une utilisation très efficace des fonds, par exemple. Donc, pour plusieurs différentes raisons naturelles ou matérielles, on peut seulement avoir recours à des plans de recherche corrélationnelle. Nous allons souvent utiliser les plans de recherche corrélationnelle pour évaluer ou pour évaluer la validité externe de la recherche. Donc, nous allons rajouter d'autres variables dépendantes pour voir à quelle autre variable dépendante notre variable indépendante serait liée, ou pour voir si les résultats sont associés à d'autres contextes ou à d'autres populations. Finalement, nous allons souvent utiliser le plan de recherche corrélationnelle pour la validation des instruments psychologiques. Alors, comme on a vu dans la validité de la mesure, nous avons évalué la validité concomitante, la validité discriminante, les discriminantes prédictives, ainsi de suite. Alors, c'est toutes des manières d'évaluer la validité d'un instrument. Et puis, on utilise essentiellement des corrélations et puis des associations à d'autres tests, à d'autres mesures pour évaluer, puis pour montrer que notre mesure ou notre outil psychologique ou notre outil de mesure psychologique soit prédit quelque chose de semblable ou est discriminant à un phénomène semblable mais différent, ou qui a une validité concomitante. Donc, souvent, ce qu'on retrouve très, très, très souvent dans les plans de recherche corrélationnelle, c'est justement ce coefficient de corrélation. Alors, coefficient de corrélation est une fonction mathématique qui quantifie la relation entre deux variables. Dans ce cas-ci, on parle d'une variable indépendante et une variable dépendante. Le coefficient varie entre moins 1 et plus 1. C'est la limite numérique du coefficient de R. Alors, le moins 1 est parfaitement négatif et puis le plus 1 est parfaitement positif. Plus on tend vers le 1, plus la force d'association est grande. Alors, un score ou une corrélation de moins 1 est aussi forte qu'une corrélation de plus 1. C'est juste que la relation entre les deux variables va varier, comme on va voir bientôt. Une corrélation de 0 indique l'absence d'association entre deux variables. Alors, lorsque la corrélation approche 0, ça veut dire qu'il n'y a aucun lien, il n'y a aucune association entre les deux variables. Et puis, rappelons-nous qu'une corrélation entre deux variables ne permet pas d'inférer qu'une variable est la cause d'une autre. Cependant, lorsqu'une variable est la cause d'une autre, c'est nécessaire d'avoir une association ou c'est nécessaire d'avoir une corrélation entre les deux variables. Alors, voici des images d'une corrélation parfaite positive à la gauche. On voit une ligne parfaite. On ne voit jamais ça en psychologie parce que c'est jamais parfait, mais ça représente graphiquement ce que signifie une corrélation parfaite. Alors, plus X augmente, plus Y augmente aussi. Vous allez voir le tableau à la droite qui représente davantage une corrélation qu'on retrouve en psychologie qui est relativement forte. Alors, à 0.06, c'est ou une moyenne, disons. C'est une corrélation moyenne. Vous voyez que le nuage est grosso modo qui va, encore là, grosso modo, on pourrait faire un cercle autour du nuage pour représenter un peu un ovale qui part d'en bas à gauche et qui va en haut à droite. Alors, même chose, plus X augmente, on voit qu'en général, l'Y va augmenter aussi.
Une corrélation négative parfaite est une ligne descendante opposée. Comme on voit, encore là, le 1 n'existe pas en psychologie, c'est purement théorique, mais on voit le nuage de gauche à moins 0,8, que le nuage est plus serré et plus étroit, ce qui représente encore là une corrélation qui est plus forte. Encore ici, plus X augmente, on voit que Y diminue. Alors la différence entre une corrélation positive et une corrélation négative, c'est lors d'une corrélation positive, plus X augmente, Y va augmenter aussi, et plus X diminue, plus Y va diminuer aussi. Alors, on peut penser comme si c'est deux voies dans une corrélation positive. X, Y vont dans la même direction. Alors, c'est un chemin à deux voies où les deux voies vont dans la même direction. Une corrélation négative, cependant, c'est X va augmenter et puis Y va diminuer. Ou X va diminuer et Y va augmenter. C'est-à-dire que le X et l'Y vont dans deux voies différentes ou opposées. Donc, c'est une confusion assez présente pour les étudiantes et les étudiants où une corrélation positive réfère aux X, Y qui vont dans la même direction, soit que les deux augmentent ou soit que les deux diminuent. Alors qu'une corrélation négative, c'est que le X et l'Y ou la VI et la VD vont dans deux différentes directions. Maintenant, qu'est-ce qui dicte, qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui diminue? Ça va purement dépendre de l'opérationnalisation de vos variables indépendantes et votre variable dépendante. Alors, tout dépendamment de comment vous opérationnalisez votre variable indépendante et comment vous opérationnalisez votre variable dépendante, c'est là ce qui va purement dicter si on parle d'une corrélation positive ou d'une corrélation négative. Encore là, l'opérationnalisation va aussi dépendre de quel outil on va utiliser et puis la nature de l'outil. Alors, est-ce qu'on parle d'un concept positif ou est-ce qu'on parle d'un concept négatif? Est-ce que l'outil mesure le degré positif ou négatif, ainsi de suite? Alors, c'est important de bien opérationnaliser puis d'avoir une opérationnalisation claire de les deux variables avant d'évaluer la corrélation, si la corrélation est positive ou si la corrélation est négative. Une représentation graphique de l'absence totale d'une corrélation. Alors, on voit à la gauche que c'est un nuage de points quasi aléatoire et on voit dans le graphique de droite que c'est une corrélation qui n'est pas linéaire. Alors, la corrélation évalue, le coefficient de corrélation évalue l'association linéaire ou une relation linéaire. Alors ici, on voit que ce n'est pas une relation linéaire, mais c'est une relation plus complexe. On voit qu'il y a quand même un patron, puis qu'il y a une association, mais qu'elle n'est pas représentée par une association linéaire qui est une ligne essentiellement. C'est plus un U, qui est une fonction mathématique différente du coefficient de corrélation. On va revenir brièvement sur la causalité pour vous rappeler que c'est une présomption d'une relation entre deux variables, de sorte que la présence d'une variable mène à la présence subséquente d'une autre variable. Donc, on va se rappeler que pour parler de causalité, on doit évaluer trois paramètres très importants ou trois critères très importants. D'abord, l'association. L'association est justement corrélation. Alors, on vient de parler les coefficients de corrélation et on vient de parler de l'association entre deux variables. C'est exactement ce à quoi on réfère quand on veut évaluer la corrélation. Alors, si on veut montrer une corrélation entre la VI et la VD, on doit montrer d'abord une corrélation faible, moyenne ou forte entre la VI et la VD. Le deuxième critère est l'isolement ou l'isolation ou le contrôle, où on tente de montrer que l'effet de la VI sur la VD n'est pas attribuable à autre chose. C'est-à-dire que nous avons isolé la variable indépendante dans notre étude pour qu'elle soit la seule cause potentielle ou le seul effet potentiel sur la VD. Finalement, nous avons la temporalité qui est la VI doit se produire avant les effets observés sur la VD. Alors, si je me répète sur l'association et puis l'isolation et le contrôle,
Une petite information à rajouter avec la temporalité, c'est que souvent on va commencer avec une association. En termes de méthode scientifique, souvent, on va commencer avec une étude qui montre une association, alors un devis corrélationnel. Puis ensuite, là, on va graduer, ou on va monter, ou on va développer une méthode de recherche où on va manipuler, on va isoler la variable indépendante. Puis finalement, lorsqu'on a assez d'expérience et on comprend bien le phénomène, on va passer à la temporalité pour séparer dans le temps, chronologiquement dans le temps, la VI de la VD. Alors, on ne va pas toujours faire les trois dans une même étude. On va graduer, on va faire de plus en plus grandes études pour vérifier nos hypothèses. Et puis, c'est pour ça qu'on commence avec quelque chose de relativement simple pour peut-être graduer à des plans prospectifs ou des plans longitudinaux pour vraiment démontrer la temporalité. La temporalité aussi permet aussi de différencier qu'est-ce qui cause quoi. Alors, comme on va voir bientôt, la simple association montre la corrélation montre qu'il y a une association, mais c'est difficile de montrer quel est l'effet et quelle est la cause, alors que la temporalité nous permet justement de séparer la cause de l'effet. Donc, il y a trois familles de types de relations, ou trois types de relations, je devrais dire. Il y a des relations causales directes, les relations non causales et des relations causales complexes. Les relations causales directes sont relativement simples. A influence B. Alors, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Ici, on parle de causal direct, malgré qu'on réfère à l'idée de causalité, mais on ne parle pas de la causalité en termes d'association, d'isolation et de temporalité. On parle plus comme influence. Alors, on pourrait dire les relations d'influence forte directe ou d'influence directe. Donc, une relation linéaire est la plus simple. Comme on voit au fond de l'écran, on voit qu'une relation linéaire est une ligne droite, alors que les lignes qui sont courbées ou qui sont de différentes fonctions ne sont pas des relations linéaires. Les relations causales directes peuvent être linéaires et non linéaires. Alors, on voit quand même qu'avec les fonctions le patron, disons, de relation entre le A et le B, avec les courbes exponentielles ou logarithmiques, on voit quand même qu'il y a une relation, mais qu'elle n'est pas linéaire. Deuxième type de relations, ce sont les relations non causales. Alors ici, il y a différents sous-types de relations non causales. La première est une association descriptive, c'est-à-dire que c'est une corrélation, c'est une relation simple entre deux variables. Alors c'est difficile de répondre à laquelle influence laquelle, c'est-à-dire que les deux existent en parallèle ou en simultané. C'est souvent le début des théories. Par exemple, on va évaluer s'il y a une manipulation, une corrélation. Une fois qu'on voit qu'il y a une corrélation entre la variable indépendante et la variable dépendante, c'est là où on va peut-être commencer à manipuler une des deux variables pour voir si la manipulation d'une variable va avoir un effet sur l'autre. Puis ça nous permet de commencer à décortiquer, voir c'est quoi l'effet, puis c'est quoi la cause. Ou c'est quoi la cause et c'est quoi l'effet. Deuxième type de relation non causale, c'est l'association de mesures reflétant un construit latent. C'est-à-dire, les deux variables sont associées en ce qu'elles représentent deux indices ou des observations d'un même construit. Alors, les deux variables, dans ce cas-ci, A et B, représentent deux indices qui reflètent des caractéristiques d'un construit plus large ou plus vaste. Alors, si on prend l'exemple à l'écran, le sentiment de compétence et le sentiment d'acceptation sont fortement liés un à l'autre parce qu'ils sont tous les deux des composantes sous-jacentes à l'idée ou le concept d'estime de soi. Alors, l'estime de soi serait la variable latente et le sentiment de compétence et le sentiment d'acceptation seraient les construits sous-jacents.
Ce qu'on souhaite faire dans nos recherches, c'est davantage évaluer les concepts latents. C'est-à-dire qu'on cherche souvent à comprendre les construits plus vastes et puis plus complexes, plutôt que s'attarder sur les construits qui sont plus limités ou plus sous-jacents. Troisième type de relation non causale est une causalité renversée, où ce que, comme le nom indique, alors qu'on pensait que A cause ou influence B, en fait, c'est l'opposé. Alors, en fait, on trouve que c'est en fait B qui a un effet sur A. Alors, par exemple, si on pense au début que c'est les événements stressants qui déclenchent la dépression majeure, après avoir mené notre étude, on voit que c'est l'état dépressif avant l'événement qui influence l'interprétation qui déclenche la dépression majeure. Ça se passe, c'est la réalité. Alors, la causalité renversée est essentiellement, c'est un peu comme une hypothèse, notre hypothèse qui est infirmée, c'est-à-dire que les résultats montrent des résultats qui vont à l'encontre à notre hypothèse. Et puis dans ce cas-ci, ce qu'on ferait, c'est qu'on transformerait B en A, et puis là, A deviendrait soit B ou deviendrait quelque chose d'autre. Alors, après avoir eu les résultats, on modifierait l'ordre de nos variables pour justement représenter le phénomène naturel. Quatrièmement, il y a des relations erronées. Et puis ici, on parle des relations entre A et B qui donnent l'allure d'être vraies ou l'allure d'être une corrélation, mais en réalité, les deux, A et B, sont causés par une troisième variable externe. Alors, on parle d'un effet de confusion. Alors, cette troisième variable externe est ce qu'on appelle une variable créant une confusion, ou un confounding variable. C'est souvent aussi les variables contrôle, entre guillemets. Alors, quand on parle de recherche qui contrôle pour l'âge ou qui contrôle pour le sexe ou qui contrôle pour le niveau socio-économique, c'est justement à ces variables externes qu'on souhaite et éliminer leur influence sur l'effet de A et l'effet de B. Alors, par exemple, si la motivation est notre variable indépendante ou A, et puis les résultats scolaires sont le B, on pourrait considérer le niveau socio-économique comme une variable menant à la confusion, dans le sens que le niveau socio-économique influence à la fois la motivation et à la fois les résultats scolaires. C'est-à-dire que si on est assez à l'aise pour avoir un chez-soi, pour avoir de la nourriture, pour avoir de l'argent pour même aller à l'université, bien là, ça l'influence fortement la motivation. Si on a un bon chez soi, si on a les ressources pour se nourrir et avoir, vivre, eh bien là, on va avoir le temps pour faire des études et puis on va avoir le temps pour avoir des réussites scolaires ou réussir dans notre scolarité. Donc, on peut voir que le niveau socio-économique influence à la fois la motivation et à la fois les résultats scolaires. Donc, souvent, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut éliminer puis on veut contrôler pour cet effet de confusion. La manière qu'on va réduire l'effet de confusion, c'est qu'on va mesurer le degré où on va mesurer la variable et puis statistiquement parlant, lors des analyses, on va la considérer dans le modèle pour influencer, pour réduire l'effet de la variable menant à confusion dans le modèle. On ne va pas voir comment faire ces analyses dans le cours, mais c'est pour vous donner l'idée qu'on peut éliminer l'effet d'une variable menant à confusion sur nos variables indépendantes et nos variables dépendantes. Le troisième type de relation, c'est les relations causales complexes. La première est une influence réciproque, où ce que la variable A influence B et la variable B influence A. Alors, c'est essentiellement un cercle ou un cycle, dans le sens que être motivé envers les études mène à des bons résultats, et puis avoir des bons résultats nous motive à étudier davantage. Alors, il n'y a pas vraiment c'est l'œuf puis la poule, dans le sens que qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après. C'est difficile à le savoir parce que les deux ont une influence réciproque l'une sur l'autre.
Un deuxième type, c'est une variable médiatrice qui devrait être familier pour vous à ce point-ci. Alors, l'effet de A ou l'influence de A sur la variable dépendante qui est B passe par l'entremise ou par l'intermédiaire d'une troisième variable ou une variable intermédiaire qui est la variable médiatrice. Alors, par exemple, la variable médiatrice est souvent considérée comme le mécanisme par lequel la variable indépendante influence la VD. Alors, comme on a vu déjà dans un des premiers cours, on peut considérer peut-être que la motivation augmente le temps d'étude, puis c'est le fait de passer beaucoup de temps ou plus de temps à étudier la matière qui, à son tour, influence positivement les notes scolaires. Alors, la variable motivation influence les notes scolaires par l'intermédiaire de la variable médiatrice qui est le temps passé à étudier la matière. Un troisième est ce qui devrait être aussi familier pour vous, c'est la variable modératrice. Alors, c'est l'influence interactive de la variable indépendante et plus un sous-groupe de la variable modératrice. Alors ici, on ajoute la variable indépendante plus un niveau ou un des deux groupes ou un des trois groupes ou un des plusieurs groupes, sous-groupes de la variable modératrice pour ensuite voir son effet ou ses effets sur la variable dépendante. Alors ici, je vous rappelle que la variable modératrice sépare en deux ou trois ou plusieurs groupes l'effet. Alors, on commence avec la variable indépendante, puis on dit, la variable indépendante va avoir un effet situé dans ce groupe-là, mais pas avoir d'effet situé dans cet autre groupe. Alors, pour vous montrer un peu graphiquement ou visuellement cette idée de modération, ici, si on commence avec l'idée assez de base, où ce que plus on vit des événements stressants, plus on aura des problèmes de santé. Alors, ici, ça représente une relation causale directe et c'est linéaire, dans le sens que plus d'événements stressants on vit, plus de problèmes de santé on va éprouver. Cependant, si je rajoute à la variable indépendante qui est le nombre d'événements stressants, la variable modératrice de santé physique, c'est là où je vais prendre la ligne jaune qui n'apparaît plus à l'écran, puis je vais la séparer en deux lignes, qui est la ligne rouge et la ligne bleue. Alors là, je vais voir, mais est-ce que les événements stressants, est-ce que la bonne santé physique a une influence sur les événements, sur les événements stressants et le problème de santé? Si j'ai une bonne ou mauvaise santé physique. Alors ici, on voit que plus les événements stressants, si je fais partie du groupe avec une mauvaise condition physique, alors la ligne rouge, plus je vis des événements stressants, plus j'ai des problèmes de santé. Si je fais partie du groupe avec une bonne condition physique, là, je vois que le nombre d'événements stressants a très peu d'influence sur mes problèmes de santé. Alors, vous voyez comment est-ce que l'interprétation de la modération va commencer avec, premièrement, si je m'abonne ou si je fais partie de ce groupe-là versus ce groupe-là. Et une fois que je suis à l'intérieur du groupe, je regarde on regarde voir comment la variable indépendante influence la variable dépendante. L'idée de la modération, c'est que la variable indépendante, la relation entre la variable indépendante et la variable dépendante est différente selon les groupes. Donc, ça met fin au cours sur les plans non expérimentaux. Nous allons, dans le prochain cours, regarder ou analyser ou apprendre au sujet des plans expérimentaux.